Salut les barbus, c'est Turial de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, on ne fera pas de tuto décor, on ne fera pas de tuto peinture, on ne fera pas d'unboxing, on ne fera pas de présentation de règles, on va discuter de la nouvelle armée pour Conquest, qui est donc la cité-État. Et pour ce faire, je suis avec mon comparse Nico. Salut Nico. Salut Uriel. Tu vas bien? Ah bah écoute, comme d'habitude quand il s'agit de parler de Conquest. Et cette vidéo un peu exceptionnelle, on a Corcadeus qui est un Vanguard et qui est surtout le créateur du Discord, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, je suis le tyran et seigneur suprême du Discord de Conquest francophone, hein. Donc pour ceux d'entre vous qui ne m'avaient jamais rencontré, voilà, vous pourrez mettre une tête derrière le mec qui vous empêche de faire des blagues débiles sur le Discord. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir nous rejoindre, parce qu'effectivement, commence à y avoir une grosse communauté. On est quoi, 200, 300? Bientôt, on est plus de 300, on est à peu près aux alentours de 350 aujourd'hui, et on se dirige lentement mais sûrement vers les 400 personnes. Ce qui est pas mal, et surtout, il y a beaucoup de gens, il y a il y a une grande partie des Vanguards, je pense, français. Donc les Vanguards, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en parler, tiens, d'ailleurs, un petit peu des Vanguards? Je peux en parler un petit peu. Donc nous, en tant que Vanguard, on est ambassadeur du jeu. On fait des démos, on participe à des events, notamment sur des festivals, sur des conventions, pour présenter le jeu, pour l'introduire aux gens et surtout pour guider les gens sur tout ce qui est question de règles, de modélisme, tout ce qui est plus ou moins lié à Conquest. On est référent et on est là pour aider les gens. Oui, bah écoute, c'est quand même déjà un beau boulot parce que mine de rien, ça prend du temps. Il y a toute l'idée d'événementiel, soit autour d'une boutique, soit autour d'un pôle comme nous à GIF où c'est plutôt la ludothèque qui fait office de boutique, entre guillemets. Mais effectivement, on a vu que les Vanguards, ils sont souvent un lieu géographique qui est lié à une boutique ou à une association et il va faire tourner en fait le jeu, il va essayer de faire un petit peu des événements locaux, je dirais même régional, hein, allons jusque-là, et voire même peut-être un jour on fera des trucs nationaux où on va essayer de regrouper tous ces vanguards dans une seule pièce avec tous les joueurs qu'ils ont réussi à motiver pour pouvoir faire un bel événement. Et ça serait vraiment top. Alors, J'espère en tout cas pouvoir arriver à des projets comme ça en temps voulu, puisque je pense que ça donnera envie à tout le monde. Et en tout cas, nous, en tant que Vanguard, dans notre petite conversation privée, ça nous fait très envie de commencer à essayer d'entrevoir ce genre de projet, avec l'augmentation du nombre de joueurs en France, et dans un futur peut-être pas si lointain que ça, peut-être de viser même l'international. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, avec le nombre de boutiques qui commencent à vraiment propager et donc diffuser les figurines de Conquest, et bon, je parle pour ma paroisse, mais je sais que par exemple Maxi Rêve, c'est 50 places pour jouer à des jeux sur des tables de 1m20 sur 1m80. On commence à pouvoir s'imaginer faire des gros tournois, là, ou des événements type campagne d'ailleurs, hein. Moi, je serais plutôt d'ailleurs chaud pour une campagne que d'un tournoi, mais ça, c'est un avis complètement personnel. Donc, en tout cas, là, aujourd'hui, on est venu parler de la City States. On va essayer de faire un déroulé un peu logique, les barbus. On va commencer par parler des caractéristiques spéciales de l'armée, de ses règles spéciales, de tout ce qui en fait, je dirais, le charme, parce que chaque armée à Conquest, chaque faction à Conquest a vraiment un corpus de règles qui lui est propre. Lequel d'entre vous veut commencer, messieurs? Étant donné Nico. que Corca a été quand même playtester sur les règles des cités-États, je crois que ce soir tu es le plus à même de présenter tout ça parce que tu vas avoir un recul sur ces mécanismes Un petit peu, là. beaucoup, oui. Moi, vis-à-vis de ton expérience, j'aurais certainement quelques petites questions parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées très très fortes et très intéressantes. Et il y a... Je vais te laisser présenter ça et comment tu as ressenti l'armée. Alors, on te laisse la main, quand même. Alors, dans l'ensemble, les cités-États, ça va être une armée d'infanterie assez lente, voire même, et je vais faire une comparaison qui parlera peut-être pas forcément aux néophytes, mais qui, pour ceux d'entre vous qui ont déjà un petit peu touché à Conquest, comprendront la comparaison, potentiellement même plus lent que du Dwegom.
Et je dis ça en ayant playtesté l'armée et en sachant que le Dwegom est déjà pas extrêmement rapide. Donc c'est une armée d'infanterie assez lente, puisque lente dans la mesure où le mouvement moyen de l'armée va tourner autour des 5 et de 6. Il y a très peu de cavalerie. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il n'y a que 2 unités de cavalerie dans l'armée, perso exclu, puisqu'il y a un seul perso de cavalerie, qui est l'Hipparchos, qui a accès à la seule unité de cavalerie de l'armée qui sont les compagnons. Exactement. Et donc globalement, on a une armée qui est essentiellement composée d'infanterie et de brutes qui sont lentes. En plus de ça, bon nombre de ces unités d'infanterie ont la règle spéciale phalange qui, dans la deuxième version de Conquest, pénalise les charges, puisqu'elle pénalise votre charge à une distance maximale de charge de votre mouvement, votre caractéristique de marche, plus 3. Donc ce qui veut dire que la très large majorité des unités ne pourront charger que jusqu'à 8, ce qui limite énormément le potentiel de l'armée d'un point de vue offensif. Alors, juste un petit détail, moi quand j'ai lu cette règle-là, c'est pareil, Nico me disait, oui, regarde, phalange, ça limite la charge, mais en fait, en réfléchissant, je charge jamais si je n'ai pas un 3+ à faire, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement aléatoire d'aller au-delà du 3+, que souvent je fais en sorte de ne pas avoir ce genre de choix à faire. Soit je fais mouvement plus charge pour arriver quoi qu'il arrive aux charges, soit je charge et je sais qu'il faut que je fasse un 3+, parce que sinon c'est trop compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais au final... Alors c'est très vrai. C'est très vrai pour les cités-États, d'autant plus que c'est une armée qui n'a pas de bannière. Donc pas de inarrêtable, donc pas de relance de charge intégrée aux unités. Donc on sent de base, juste en lisant très rapidement les profils, sans forcément rentrer dans ces règles spéciales propres, que l'armée se veut très défensive. En revanche, une fois qu'elle est posée sur un objectif, elle a de très bons arguments pour y rester. Et elle est loin d'être inoffensive pour autant. Donc en termes de mouvement, l'armée, on sent très clairement qu'elle n'est pas faite pour rivaliser avec, par exemple, un Spire avec les très nombreux bonus de mouvement dont il peut bénéficier. Il ne rivalisera pas avec des armées de cavalerie en termes de mouvement non plus, mais par contre, une fois qu'il est posé sur un objectif, ou s'il arrive à se retrouver dans une situation défensive qui lui est favorable, elle sera très dure à sortir. Très très dure. Donc ça, c'est de façon globale pour ce qui est de l'armée. En ce qui concerne ces règles spéciales, on a 2 règles spéciales qui sont constituantes pour les cités-États. C'est d'abord leur mécanique de stand auxiliaire. Les cités-États, dans leur lore, ont tout un tas de créatures et d'hommes bêtes qui les accompagnent au combat, puisqu'ils sont eux aussi citoyens des cités-États. Et ça se traduit dans leurs règles par la possibilité pour 2 unités dans l'armée. Peut-être ce qui est un petit peu dommage, c'est que seules 2 unités dans l'armée ont accès à ces fameux auxiliaires qui sont tous 2 des Minotaures. Donc pour les hoplites, on va avoir accès aux Minotaures Aspistes, donc qui sont la version bouclier et arme à une main des Minotaures. Et pour les Thorakites, donc qui sont l'unité d'infanterie légère des cités-États, on va avoir accès à la version Minotaure-1 du double kit, qui eux sont les grosses brutes avec une grande arme qui cognent comme des sourds de l'armée, et qui du coup vont énormément bénéficier d'accompagner une unité qui est légère pour apporter vraiment beaucoup de punch dès le début de la partie pour l'armée. D'autant plus que ces stands auxiliaires ne coûtent pas si cher que ça. Ils sont égaux en coût en point à ce qu'ils coûteraient dans leurs unités, voire moins cher. Et ils n'influent pas sur la classe ni le type du régiment. Donc même si vous avez une brute au milieu de votre régiment d'infanterie, ça reste un régiment d'infanterie. Il ne fait pas partie des premiers stands à sauter puisqu'il est au rang de devant. Donc vous allez bénéficier de votre auxiliaire assez longtemps. Donc par exemple un -1 va continuer de frapper comme un sourd pendant assez longtemps. Et en revanche, il faut se souvenir qu'il aura la même caractéristique de résolution, de défense et d'évasion que le régiment dans lequel il se trouve. Donc par exemple, un Minotaure Aspiste n'aura pas sa défense classique, mais celle du régiment d'Hoplite dans lequel il se trouve. Somme toute, il est gagnant dans cette affaire-là, mais il faut s'en souvenir. Donc ça, c'est la première mécanique propre des cités-États, qui à mon sens est peut-être un peu sous-exploitée. Bon, après, ça aurait peut-être créé trop d'exceptions de règles, mais ça, c'est une autre question. Et la seconde mécanique...
Ouais, excuse-moi, Oui, bien sûr. par rapport à ces auxiliaires, donc tu disais que ça ne changeait pas la classe de l'unité, donc ça ne leur permettrait pas à un light de prendre des objectifs. Non, On est d'accord. Ouais. ils ne deviennent pas médiums et ils ne comptent pas comme ayant un stand médium dans l'unité. Le Tyrien qui rejoint l'unité reste light, comme tous ses petits copains Thorakites. Ok. Dernier petit détail, bien que ça soit des stands de brutes dans des régiments d'infanterie, leur taille, qui est supérieure normalement à celle de l'infanterie, ne permet pas de viser le régiment parce qu'ils sont normalement d'une taille plus grande, mais là on considère qu'ils sont taille 1 comme le reste du régiment d'infanterie. Ouais, c'est plus simple. De tous les points de vue, à l'exception de leur profil offensif, si j'ose dire, ils sont en tout point de vue comme un autre stand du régiment. Et donc la deuxième mécanique propre de l'armée, peut-être la plus intéressante des deux, et peut-être la plus forte des deux surtout, c'est ce qu'on appelle la pile stratégique. Ah oui. Alors, la petite description lors de la règle, c'est que les armées des cités-États sont entraînées pour se battre avec une coordination absolue, et donc qu'ils sont capables de réaliser des manœuvres parfaites sur le champ de bataille. Ça se traduit en la possibilité, une fois par round, quand vous tirez une carte de commandement, donc on le rappelle à Conquest, l'activation de vos unités se fait par le biais d'une pile de cartes que vous avez ordonnées au début du tour pour décider dans quel ordre vos unités vont se jouer. Les cités-États, une fois par tour, peuvent décider, lorsqu'ils tirent une carte, de la garder face cachée et de la mettre de côté dans ce qu'on appelle la pile stratégique. Jusqu'à ce que, après l'activation d'une de vos unités, donc au moment où vous désactivez le régiment, vous pouvez décider de faire une seconde activation, enchaînée avec la première, grâce à la carte que vous avez placée dans votre pile stratégique. Ce qui permet aux cités-États, à tout moment, de faire une double activation, qui peut être extrêmement intéressante. Du coup, quand tu prends la carte stratégique, tu passes ton tour en fait. Oui, complètement. C'est une activation fantôme en quelque sorte, quelque part. Mais c'est pas mal parce que pour temporiser, surtout quand on joue en défense, ça a déjà un intérêt en lui-même de et dire. Ça rentre complètement dans l'ADN de l'armée. Et par contre, après, bien. Tu fais une double percussion et ça peut faire très très mal. Et donc après, tu fais double percussion, ça fait très mal. Et on le verra un petit peu en survolant les règles, mais il y a beaucoup d'effets donnés par les personnages ou par des artefacts qui s'activent en fait quand l'unité sort de la pile stratégique. Alors ça va être des bonus de mouvement, d'agression, de défense. Donc cette pile stratégique, elle a un vrai intérêt tactique, même seule. Et dans l'armée plus au global, elle a un vrai intérêt et on a un vrai intérêt à jouer autour. En revanche, il faut se souvenir aussi que la pile stratégique ne se garde pas d'un tour à l'autre. Si vous n'avez plus de carte de commandement à tirer et qu'il ne vous reste que votre pile stratégique, vous devez activer la carte de votre pile stratégique et vous ne faites pas de rétention de votre carte de pile stratégique d'un tour à l'autre et il ne peut jamais y avoir plus d'une seule carte dans votre pile stratégique par tour, par extension. Alors, il est bon à noter aussi que moi, j'ai regardé un peu les profils, je me suis imprégné de cette liste d'armées. Ce que j'ai trouvé dommage à la lecture comme ça, hein, mais vraiment au tac au tac, c'est la perte de choc qu'on pouvait trouver chez les phalangistes ou les hoplites grecs. C'est-à-dire qu'on a, on voit bien que Parabellum a voulu en faire une armée défensive. Mais par contre, quand on voit avec avec ce que tu viens de nous dire par rapport à la pile stratégique, et qu'il y avait des bonus d'activation, si par exemple on avait un seigneur qui jouait sur cette mécanique-là, est-ce que tu penses que ça peut leur donner un souffle de choc pour aller attaquer un peu son adversaire? Je pense quand même que oui, puisque que ce soit le polémarque, lui, le fait pas directement sur la pile stratégique, mais l'Aristarque, donc le deuxième perso d'infanterie, lui, joue sur cette mécanique de la pile stratégique, puisqu'il va donner +1 en mouvement au régiment qui sort de la pile stratégique. Donc c'est un petit bonus de +1 mouvement. Mais il y en a d'autres, des mécaniques. Là, je les ai plus toutes en tête, puisque il y en a beaucoup, ouais. À mon sens. C'est assez dense. Mais il y a d'autres mécaniques qui vont venir permettre quand même de jouer sur cette pile stratégique et de se dire, bah là, par exemple, on va voir des régiments qui vont pouvoir gagner impact +2. Alors ça, on le précise quand même que auparavant, les touches d'impact ne se faisaient que pour les brutes, la cavalerie et les monstres supérieurs à moyen, enfin moyen ou égal à. Donc c'était moyen et lourd. Aujourd'hui, c'est une règle spéciale qui s'appelle impact.
qui vous permet de faire ou non les trucs d'impact, que vous voyez infanterie, léger, moyen, lourd, brut, monstre. C'est régi aujourd'hui par une seule et même règle. C'est mieux. Ce qui simplifie aussi la lecture des profils, ce qui est quand même très 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 bien. Et par exemple, on le voit, le tiers 3 des servants des spécifiques des cités-états, qui est leur seul tableau de servant d'ailleurs, permet quand une unité s'active depuis la pile stratégique et qu'il s'agit du régiment du stand de personnage, on gagne impact plus 2. Et on a très souvent des auxiliaires dans son régiment peut-être qui eux-mêmes ont déjà de l'impact. On sera très content de faire gagner de l'impact à notre unité. Et là on se dit, mon unité elle a plus un mouvement. Mon unité elle a impact plus 2. Et là on commence à avoir du choc. Ce qui est pas mal. Parce que et on commence à avoir un certain choc. Ouais, c'est ce qui pour moi caractérise l'armée grecque, hein, même si on est loin de la Grèce antique, on est dans une Grèce fantasmée. C'était dommage de devoir se dire je vais jouer mes cités-états qu'en défense, et grâce à ces règles-là, on peut avoir un impact au bon moment. On va être certes en défense, mais il y a un moment où on va faire de la contre-charge, on va aller au feu, on va aller faire du choc, et on va tabasser pour pouvoir emporter la victoire, hein, tout simplement. On va pas être juste là à prendre des vagues et à attendre que l'adversaire meure sur ses pics. On va vraiment avoir ce côté contre-charge. Même si on en serait capable. Oui, on pourrait, avec plein de petites règles, mais on les verra après, je pense. Et Nico, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Complètement. Alors justement, c'était le truc sur lequel je voulais rebondir, parce que c'est quand j'ai lu la liste d'armées, j'ai vu certaines choses. C'est une armée dans un premier temps de défense et ensuite de contre-attaque. Elle a un potentiel de contre-attaque qui est phénoménal. Elle va avoir ce qu'il faut pour encaisser les chocs. On va le voir dans les principaux régiments, les premiers régiments qui vont sortir, et même les personnages. Mais ce mécanisme de la pile stratégique, où dans un premier temps, tu temporises, en gros tu passes ton activation, tu vas encaisser la charge, ça va te permettre ensuite de jouer 2 régiments coup sur coup et de monter dans certains cas. Alors ça nécessite de la planification, un petit peu de subtilité, mais ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant, justement, qui va te permettre dans certains cas de faire une contre-attaque extrêmement violente qui peut facilement enfoncer la ligne ennemie. Donc moi j'ai trouvé cette mécanique justement extrêmement intéressante. Mais d'ailleurs, moi je pense pour ce que tu viens de dire, c'est que il faut être fin, et je pense que ce Conquest par définition, il faut être fin, parce que le fait de devoir définir ces activations nous oblige en fait à réfléchir à chaque tour comment je vais jouer mon armée avant même de pouvoir la jouer. Et c'est ça qui est vraiment très fort avec Conquest. Mais bon, on va pas reparler de Conquest, mais voilà. Donc du coup, ça c'est les 2 règles spéciales. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois ? Non, mais c'est déjà 2 règles très impactantes derrière. Enfin, l'une et voilà, les auxiliaires sont un peu. Alors malheureusement, à mon sens, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé voir d'autres types d'auxiliaires dans d'autres régiments. Bon, tant pis. Peut-être dans un futur proche. Hein, on n'est pas à l'abri de ce genre de changement. Tant pis. On n'aura que les Minotaurs comme auxiliaires. C'est déjà bien. C'est déjà très bien même. Mais la pile stratégique, je pense que c'est la vraie mécanique essentielle des cités-états. Et je pense que c'est une mécanique autour de laquelle il faudra apprendre à jouer, qu'on soit joueur cité-état ou qu'on joue contre eux, parce que c'est vraiment très impactant, comme le dit Nico, et il faudra en jouer en étant joueur soi-même, ou s'en méfier énormément en jouant contre des cités-états, parce que ça peut faire des surprises. Très bien, on va commencer par quoi alors, les caractères, les personnages. Oui, les personnages. Donc 3 personnages prévus pour alors 2 déjà en précommande, donc le Polémarque et l'Aristarque, et un 3e qui devrait arriver en avril, qui s'appelle le Mécanicien, ou Mécaniste en anglais, qui ouvrent chacun leur capacité de suprématie. Donc on va parler tout d'abord des 2 premiers qui vont sortir, qui sont en précommande, donc le Polémarque et l'Aristarque. Le Polémarque, sa capacité de suprématie, c'est un effet passif qui va donner au stand du régiment dans lequel ils se trouvent un +1 à leurs caractéristiques de clash, jusqu'à un maximum de 4, y compris les auxiliaires, chose très importante, ce qui en soi est déjà un très bon bonus. Et en plus de ça, sachant que l'armée a un clash assez bas de façon générale, et que Phalange interdit l'inspiration, en plus de nerfer votre charge, donc on a vraiment une vraie sensation d'armée défensive qui cherche à encaisser plus qu'à rendre les coups, mais elle le fait très bien pourtant. Et en plus de ça, donc la capacité de suprématie du Polémarque, qui s'appelle Armée de Lion, Army of Lions, va donner
au régiment ami à 6 de ce stand de personnage la règle spéciale tenace qui vous permet pour chaque phase d'attaque contre votre régiment d'annuler une. Enfin, aujourd'hui, on transforme un échec en réussite de défense. Donc typiquement, quand on des attaques avec lame mortelle, par exemple, c'est un très bon bonus. Et en plus, vous pouvez le distribuer à peut-être un deuxième régiment si vous êtes suffisamment regroupé. Donc, un bonus offensif, passif, un bonus défensif, passif, simple, efficace. Très bien. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. C'est un bon bonus. L'Aristark, lui, c'est la capacité de suprématie dont on a déjà un petit peu discuté plus tôt, puisque c'est le plus 1 en mouvement si vous tirez le régiment depuis la pile stratégique. Et en plus de ça, il a une capacité qui est un petit peu étonnante, qui sort de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de voir dans les capacités de suprématie, mais qui est spécifique, situationnelle, mais pas inintéressante. C'est que lorsque vous avez un régiment d'infanterie ami qui réalise une action de repli, chose qu'on ne fait pourtant pas souvent, vous n'avez pas besoin de vous reformer en faisant dos à l'adversaire, ce que vous êtes normalement obligé de faire, ce dont personne ne se souvient puisque personne ne se replie, mais normalement quand vous vous repliez, vous ne faites plus face à l'adversaire, vous montrez votre dos, donc vous êtes encore plus sensible à une charge suivant votre activation, mais là c'est vous reculez et vous continuez de faire face à l'adversaire. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de diviser votre mouvement par 2, donc vous faites votre marche entière en arrière, toujours en faisant face à l'adversaire, et en plus de ça, quand vous le faites, ce repli, vous n'avez pas besoin de lancer un dé et vous faites automatiquement un repli propre. Donc vous ne subissez que des 6 blessures au lieu de 1 des 6 pour chaque stand ennemi avec lequel vous êtes engagé. Ouais. Moi j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, comme on n'a pas besoin de s'inspirer, on tape une fois et on fait un withdraw. Et après, on cherche avec une autre unité qui est à côté, parce que c'est souvent le problème qu'on a, hein, c'est l'embouteillage des unités. Et on cherche avec une autre unité, et plume, et là, on rigole bien. Au hasard, l'unité qui sort de la pile stratégique, par exemple. Totalement au hasard, parce qu'en plus, elle aurait plus 1 en marche, et qu'elle serait juste derrière, et que ça serait des minotaures avec des grosses haches. Par exemple. Moi, ceci n'est qu'une... C'est fortuit. Pure coïncidence. Donc... Mine de rien, la première lecture, comme ça, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais quel intérêt finalement, puisque on va vouloir taper systématiquement, rester au corps à corps, se replier, ça a assez peu d'intérêt. Sauf qu'en fait, effectivement, comme tu le disais, Uriel, quand tu peux pas t'inspirer, autant taper une fois puis te replier. Exactement. Puisque du coup, tu subis 1 des 6 blessures, mais ce sera toujours mieux que de te faire taper dessus par le régiment ennemi, et potentiellement, si l'adversaire doit te recharger puis taper, ou s'il se fait attraper par une unité qui sort de ta pile stratégique, c'est beaucoup plus à ton avantage. Donc à la première lecture, cette mécanique là on se dit ouais, bon, ok, et en fait c'est un énorme outil à combo. Donc elle est très très intéressante aussi, cette capacité. Mais surtout qu'avec et on va parler la pile stratégique, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a temporisé, on a une pile stratégique, on est sûr de taper, se reculer et retaper derrière, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est ça. Donc en fait, toute seule, cette capacité, elle aurait aucun intérêt. Dans les cités-états, elle est très forte. Voilà. En tout cas, dans une armée qui aurait une double activation. Et la dernière capacité, donc, qui est la capacité de suprématie du mécanicien et de l'Eidolon, qui est un héros dont on n'a pas encore de date de sortie ni de vue pour sa sortie, mais il partage cette même capacité de suprématie. C'est une capacité de suprématie qui porte bien son nom, puisqu'elle s'appelle Porteur de la chair divine. Qui fait que lorsque le stand de personnage est sur le champ de bataille et que vous avez un régiment qui s'active depuis la pile stratégique, vous gagnez la règle spéciale endurcie plus 1, mais vous perdez moins 1 à votre caractéristique de mouvement. De plus, et c'est là où cette suprématie est très intéressante, c'est que vos hoplites automates, donc les Clockwork hoplites qui sont normalement unités lourdes, deviennent moyens. Donc ça, et cette capacité de suprématie est toujours active. Donc ça c'est pour plus tard puisque pour le moment les hoplites automates ne sont pas sortis. Mais la suprématie n'est pas sans intérêt pour autant puisque le fait de gagner endurci plus 1 sur des unités qui sont déjà très résilientes, les hoplites sont défense 4 de front. Voilà. C'est une unité qui tank énormément. Vous leur ajoutez endurci plus 1 par-dessus. Ça les rend très très dur à tuer, frustrant presque.
c'est tout particulièrement frustrant si jamais on envoie une unité qui n'a que fendre 1 pour les prendre de face, puisque du coup c'est complètement nullifié. Et pour peu qu'on tombe même sur des unités qui est fendre 2 ou 3, le fait de tomber à seulement un malus de -1 ou -2 sur ces jets de sauvegarde, c'est énorme comme bonus. En revanche, c'est vrai que là on appuie vraiment sur l'aspect défensif de l'armée, donc le bonus s'applique essentiellement à une unité qui s'apprête à se faire taper dessus, ou qui est sur un objectif qui s'apprête à se faire charger par exemple par une unité de cavalerie lourde ou ce genre de choses. Donc c'est potentiellement très fort, puisque les hoplites automates notamment ont déjà endurci 1, donc ils peuvent monter à endurci 2, ce qui les rend absolument intuables. Mais je la trouve peut-être un tout petit peu plus situationnelle que les deux précédentes. Alors que pourtant à la première lecture on pourrait se dire qu'elle est la plus forte des trois, mais en fait dans les faits finalement après avoir testé, elle est beaucoup plus situationnelle, parce que l'endurci +1 est très fort, mais il est utile exclusivement si on se fait taper dessus par une unité qui a déjà fendre ou brutal impact ou pénétration d'armure, alors que les deux autres sont plus polyvalentes, moins situationnelles, et le -1 en mouvement fait très mal sur une armée qui est déjà très lente. Descendre un mouvement 4 pour une unité d'infanterie, c'est vraiment pénalisant. Moi, ce que je vois, c'est que le polémarque, c'est peut-être le plus simple à utiliser, donc qui sera, je pense, pour les gens qui commencent à Conquest, de prendre le polémarque, c'est facile à utiliser, ça va vite. Si on veut jouer à combo, on va utiliser Larry Stark, parce que franchement, il a une belle mécanique et qu'on a envie de l'utiliser. Et au moment où vont sortir les Clockwork Hoplite Régiment, là, ça sera l'occasion de prendre le mécanicien ou les Dolons, parce que là, effectivement, passer de heavy à medium, c'est juste monstrueux, quoi. C'est énorme comme changement pour les hoplites automates qui sont un régiment qui est mon régiment coup de cœur, on en reparlera après, mais c'est un vrai bon régiment qui tank, c'est des tons, hein, c'est un mur de briques, et il passe de mur de briques à mur de béton armé avec ce personnage là en fait. Et en plus ils deviennent médium, donc ils rentrent plutôt sur le champ de bataille, donc ils sont d'autant plus intéressants. Vraiment bien. C'est que du bon. Alors du coup, je te propose qu'on parle des personnages qui vont sortir, parce que on va passer sur ceux qui sortiront plus tard. Ils sont pas encore sortis du coup. De toute façon, personne n'est sorti, mais on sait que le polémarque, Larry Stark et les mécaniciens vont sortir assez rapidement, parce qu'on les a février et avril. Donc on parlera peut-être un jour de les Dolons, mais pour l'instant, je te propose de commencer par le polémarque, notre premier de ces messieurs. Le premier de ces messieurs est un personnage d'infanterie médium qui, pour la bagatelle de 90 points, a quand même un profil bien complet. Un mouvement de 5, comme la quasi-totalité de l'infanterie de l'armée de toute manière. Un clash de 3, 5 attaques, 4 points de vie, défense de 3, résolution 4, pas d'esquive. Chose importante. C'est aussi une caractéristique qui est très rare chez les cités-états, c'est qu'il y a très très peu d'esquive, voire pas du tout. En événement de tirage, on va voir les ordres de champ de bataille, qui sont une autre mécanique très importante du polémarque et de Larry Stark, puisqu'elle leur offre une flexibilité qui est très importante. Et en règle spéciale, il va donc avoir un bouclier, qui l'amène mine de rien à défense de 4, juste. Et surtout, il y a Rafale, donc relance des jets de touche. Alors, il n'a que 5 attaques à clash 3. Ça va. Il survivra, je pense qu'il ne s'en plaindra certainement pas. Puisque ça fait quand même très 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 bonne fiabilisation des touches, hein. Donc il fera 3-4 touches systématiquement par phase de corps à corps. C'est un excellent personnage de combat, peut-être pas forcément un excellent duelliste, encore qu'il y a des bonnes armes dans les reliques, mais tel quel à 90 points, c'est un très bon package. Et ces ordres de champ de bataille, ils lui permettent soit au début de son activation de donner une relance, plutôt de forcer la relance des 1 de jet de touche des actions de volée des régiments ennemis contre son régiment. Donc si jamais il y a au hasard des Bow Chosen qui vous tirent dessus, vous leur donnez des sueurs froides. Et sinon, vous pouvez toujours donner donc la règle spéciale Unyielding, qui est l'équivalent pour les jets de résolution de tenace, dont vous transformez un échec en succès automatiquement, sachant qu'il donne déjà une résolution de 4 à son régiment. Ce qui est pas mal. C'est quand même très intéressant. Non, c'est pas ça, Unyielding. C'est pas ça, Unyielding il me semble bien que si. Pourtant, je vais revérifier par acquis de conscience, mais je l'ai sous les yeux. Alors là, j'ai la VO. Votre adversaire ne peut pas
réclamer, c'est-à-dire prendre un objectif Oui, qui est effectivement, contesté je l'ai par un confondu. Ouais. stand. Je l'ai Voilà, confondu, donc effectivement. Donc c'est encore mieux C'est finalement. mieux. Euh, c'est encore mieux puisque du coup ça veut dire que c'est tant que je suis sur l'objectif, tu ne peux même pas le contester, tu ne contestes pas, tu ne le contrôles pas. Donc c'est d'autant plus fort. Voilà. Ah, c'est très très bien, ouais, c'est C'est pas mal. Et surtout, c'est- ce que j'ai vu, alors je sais pas si c'est pareil pour les futurs Armilis V2, parce que moi j'ai vu que celle-là en V2, mais il peut avoir oui, 2 reliques. tout à fait. Alors c'est spécifique au polémarque. Ah, On avait déjà certains personnages de l'ancien Dominion qui avaient cette possibilité-là, donc notamment l'Auxiliar qui est le Stratégos. Chez les cités-États, il me semble que. Alors, il y a le Polémarque qui a droit à 2 reliques. L'Aristarque n'a droit qu'à une seule une relique, seule, par ouais. contre. Le mécanicien n'a accès qu'à une seule relique ou modification, qui est une catégorie d'amélioration de personnages spécifique aux mécaniciens et à l'Eidolon. Et l'Eidolon, justement, lui a accès à la possibilité de 3 modifications, et pas de reliques. Donc c'est des catégories bien spécifiques. Donc le polémarque, effectivement, voilà, a cette possibilité-là. C'est censé être le meilleur officier militaire pur chez les cités-États en termes de lore. Les Aristarques ils sont tous formés au même endroit, que ce soit les Aristarques ou les polémarques. Mais les polémarques sont vraiment la crème de la crème de l'art militaire des cités-États. Et donc ils ont le droit de se trimballer avec plus de billes. C'est normal. En termes de sélection d'unités, il est aussi intéressant puisqu'il a accès à toutes les unités qui vont sortir, qu'il s'agisse donc des hoplites et des phalangites, mais aussi des minotaures aspistes et des minotaures tyréens. Il a également accès à l'éphaïstien, enfin l'éphaïstéen, qui est l'un des 2 géants, qui est plus la version buff que attaque pure des géants, puisqu'on le verra, l'éphaïstéen est la version. Alors c'est un monstre, hein, il reste très fort au corps à corps, mais il a vraiment vocation à apporter des bonus au reste de ses camarades, là où l'éphaïstéen est une force de destruction pure, qui fonctionne vraiment en solo. Il a également accès à tout un tas d'autres unités, donc on pensera notamment au Thorakites, dont on a un petit peu parlé, aux Agema, aux Hoplites Paladins. Pour cela, je serais très curieux de voir à quoi ils vont ressembler. Ça va être C'est classe. Je veux dire que tu as des saints hoplites. Moi, j'attends de voir à quoi ils ressembleront. Mais également, voilà, donc aux rangers et aux chasseurs Seleni. Ils sont violents. Pareil, alors qu'ils sont violents pour certains, oui. Moi, je suppose que ce sont des satyres. Ça me paraîtrait être le plus logique. Et en termes de servants, donc il a accès à l'unique tableau de servants des cités-États, qui n'ont donc pas accès à des maîtrises de combat arcaniques ou tactiques, mais à un seul tableau unique qui est pour tous les personnages, à l'exception de l'Eidolon, forcément c'est une brute. Et donc, pour les maîtrises, on aura seulement accès aux maîtrises de combat pour le polémarque. Donc, pour 90 points, même prix tel quel, c'est un personnage qui est super complet. Et puis le fait d'avoir. Et avec quelques améliorations, on peut en faire plein de choses. Voilà, ce que je veux dire, comme il peut avoir 2 reliques, mine de rien, d'habitude quand on prend un personnage, soit on le fait défensif, soit on le fait offensif. Lui, on peut faire les deux, quoi. Bon, il va coûter cher, mais on peut lui mettre une arme plus une armure. Ça commence à faire laid, à faire très très laid. Bon, passons à notre. Deuxième ami, du coup, bah ouais, l'Aristarque. Sur l'Aristarque. Passion, donc à l'Aristarque. Qui a globalement le même profil, 90 points, somme toute le même profil de caractéristiques que le polémarque, à la différence qu'il a 1 point de défense en moins et qu'il n'a pas la règle spéciale rafale. Donc il est vraiment, d'un point de vue purement de son profil, beaucoup plus défensif, même s'il est un tout petit peu plus fragile. En revanche, il n'a pas du tout les mêmes ordres de champ de bataille, puisqu'ils ont tous les deux l'événement de tirage Battlefield Orders, mais lui va pouvoir donner soit la règle spéciale Bravo, qui est un énorme fiabilisateur de morale, qui est surtout extrêmement utile contre certaines armées. Le Hall Dominion, je ne vise personne, hein. Non, jamais. Et qui va aussi avoir également la possibilité de donner la règle spéciale Intouchable, qui est un fiabilisateur de jet de défense qui vous permet de relancer vos jets de défense de 6 ratés. Pour une armée qui a une défense moyenne de 3 ou 4, c'est dommage, on va pas s'en priver quand même, ce serait bête. Et qui n'a accès qu'à une seule relique. Donc il est peut-être un tout petit peu moins agressif et un tout petit peu moins complexe que son camarade, mais du coup par extension il coûtera moins cher. Il a accès
en unité de base à moins d'unités, puisqu'il n'a accès qu'au aux hoplites et aux phalangites, là où Polémarque avait accès entre autres aux Minotaures et aux Agema comme unité. Mais en revanche, en restreint, il va avoir accès à la cavalerie des compagnons, aux chariots de guerre et aussi aux Prométhéens. Donc le Prométhéen qui est à l'inverse de l'Héphaïstien, qui est la version je vais tout défoncer du géant. Et au niveau des servants, lui il a accès donc de façon complète aux servants des cités-États et il a accès aux maîtrises tactiques. Là où le Polémarque a accès aux maîtrises de combat. Donc on sent que déjà, la distinction sur ces deux personnages se fait là. Larry Stark, même au niveau de leur suprématie quelque part, on sent que vraiment Larry Stark est le tacticien des deux, là où le Polémarque est le combattant, le duelliste, le perso brut de combat, du duo finalement. Et du coup, on peut aussi parler du mécanicien, donc le troisième personnage qui va arriver lui aussi, qui vaut 80 points. Même mouvement que ces deux comparses, mouvement 5, une volée de 2, puisqu'il a quand même un petit peu de tir, le garçon. Il fait 4 tirs à 12 pas avec pénétration d'armure 1, tir torrentiel, et il est prêtre 5. Donc c'est un sorcier, il va lancer des sorts. Ça n'est pas du tout le même profil défensif, par contre, puisqu'on va avoir un personnage qui a 4 points de vie, résolution de 3, défense de 2, et une esquive de 1. Donc il est beaucoup plus fragile que ces deux comparses. Il n'a accès donc, comme on le disait, qu'à une seule relique ou modification. Il connaît tous ses sorts, donc qui sont directives d'agression, parade d'automate et pas de fer, ou marche de fer, Iron Stride. Et il va avoir donc notamment accès comme unité de base aux Thorakites, aux hoplites et aux hoplites automates. En mainstream. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et en restreint, il va avoir accès donc aux Prométhéens, à l'Héphaïstéens, aux Minotaures Aspistes et aux Inquisiteurs, qui eux aussi sont une unité qui me rend très curieux, puisque je me demande bien à quoi ils vont ressembler, qui est une unité de brutes qui lance des sorts. On verra à quoi ils ressemblent. Il n'a accès à aucune maîtrise, par contre, et il a accès de façon donc totale aux servants des cités-États, donc comme ces deux comparses. Donc là, on est vraiment sur un pur perso de support, qui n'a rien à faire au corps à corps, ou en tout cas qui doit l'éviter le plus possible, mais qui, comme on le disait, voilà, peut se vanter d'avoir les automates hoplites dans sa bande de guerre et surtout de les avoir en base. Donc quand on aura ces deux unités-là, on sent qu'il y aura vraiment un intérêt à les jouer ensemble. Ouais, là, il y a une synergie qui est visuelle directe. Alors qui est visible et visuelle, tout à fait. Mais pour le moment, du coup, comme on n'a pas les hoplites automates, c'est vrai que bon, voilà. Alors, pour survoler un petit peu les reliques sans forcément rentrer dans le détail, parce qu'il y en a beaucoup. Ce que je propose, moi, c'est qu'on va faire un petit survol et chacun d'entre nous pourrait proposer la relique qui lui plaît le plus. Et on verra ce que c'est ce que j'allais vous proposer, c'est de sélectionner les meilleurs. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Alors, du coup, à mon sens, une des reliques qui est la plus intéressante, c'est la relique qui permet pour 55 points. Alors c'est une manière que je trouve très chère, mais qui à mon sens prend tout son sens, notamment dans des régiments assez massifs d'hoplites ou d'hoplites automates, puisque le personnage du mécanicien y a accès, qui permet au régiment de toujours compter comme étant inspiré, même si une autre règle, comme phalange ou automate, interdirait normalement au régiment de l'être. On le verra, les automatoplites, ils sont très intéressants, même offensivement, pourtant, alors que c'est un régiment qui est censé être très défensif, ils sont extrêmement résilients. Avec cette bannière-là, ça devient une menace. Ça devient une vraie menace. Et effectivement, c'est violent comme truc. Après, c'est 55 points. Mais c'est 55 points, et il faut avoir payé malgré tout un servant pour pouvoir accéder aux bannières. Donc au total, la dépense revient à 65 points. Mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à transformer. Donc, alors, pour moi, c'est particulièrement les automates qui en bénéficient le plus. Les autres régiments en bénéficient aussi, mais je pense que c'est vraiment eux qui en tirent la quintessence de cette bannière. Surtout que, alors, on va
spoiler un petit peu les servants des cités-États, mais le tiers 1 donne la règle spéciale inarrêtable, qui est le fiabilisateur qui manque cruellement au reste de l'armée. Et le fait de le donner à une unité qui en plus compte toujours comme inspiré, c'est vraiment C'est énorme. vraiment bien, ouais. Ouais, C'est vraiment vraiment bien. Donc pour moi, la meilleure relique, c'est celle-là. Ouais. Il y a très peu de contestation. Ouais. Très peu de contestation. À toi, Nico, qu'est-ce que tu choisis comme bel objet? Alors moi, justement, c'est marrant parce que tu en as parlé à l'instant. Moi, c'est pas tellement les objets qui me faisaient rêver, c'était vraiment les servants. Ah, Donc c'est peut-être aussi l'occasion d'en parler. Tu en as déjà dit un ou deux mots tout à l'heure en les évoquant. Mais dans les objets, oui, il y a deux, trois trucs que j'ai trouvé sympathiques, dirons-nous. Mais c'est vraiment les servants, donc, où ce sont les architectes des cités, où il y a les trois niveaux. Le premier tiers, où pour seulement 10 points, on gagne inarrêtable, donc on pourra relancer les charges. Alors, quand c'est dans des régiments qui ont phalange, c'est c'est marrant. pas exceptionnel, mais ça permet déjà de fiabiliser. Le 1 ou le 2 sont vite sortis quand même. Mm. C'est une chance sur 3. Le niveau 2, c'est sympathique aussi, plus 1 au point de vie et plus une attaque, tout ça pour 15 points. Et surtout, le niveau 3, où le régiment qui contient le stand de personnage gagne la règle impact Impact plus de... 2. Et ça, c'est très fort. Si. Alors, Et elle s'active depuis la pile stratégique. Oui, bien sûr. Il faut qu'elle vienne de la pile stratégique, ouais. voilà, d'où ça vient de la pile stratégique. Donc c'est pas impact 2, c'est impact plus 2. Parce que si par malheur il y a un Minotaure en auxiliaire dans le régiment, ça ajoute un petit effet bonus assez sympathique, on va dire. C'est vrai que c'est pas mal. Alors moi, l'objet que j'ai bien aimé, c'est l'inverse de la bannière. C'est l'armure qui fait que tous les stands ennemis au contact du stand de ce caractère perdent inspiré. Et je trouve ça très très sympa parce que du coup, comme nous on n'a pas inspiré, ben, les autres ne l'ont pas. Voilà. Moi, c'est un peu une idée naine, voilà, très revancharde, mais j'aimais beaucoup ce pouvoir qui est, moi j'ai pas inspiré, ben toi non plus. Voilà, allez, vas-y, attaque. Complètement. Mine de rien, ça change beaucoup de choses, surtout pour une armée qui défensivement est déjà très capable. C'est un très bon bonus aussi. Très bon bonus. Est-ce qu'on parlerait des masteries ou on en fait l'impasse? Je pense qu'il y a quand même une ou deux masteries qui valent la peine qu'on en parle. Eh ben, vas-y, on t'écoute. Je pense notamment, alors on a évoqué les servants, donc au final, acheter un tier 3 avec des servants ne coûte même pas si cher que ça, puisque au total, ça ne reviendra que 40 points, ce qui comparé à certains autres arbres de servants est vraiment pas cher, pour des bonus qui sont loin d'être anecdotiques. Et on a une maîtrise qui, alors encore une fois, est assez chère, 50 points, qui requiert architecte de la cité niveau 3, donc qui au total revient quand même la bagatelle de 90 points, mais qui a un impact qui pour moi est essentiel, surtout pour une armée oscillante, puisque pour la durée de la bataille, les régiments d'infanterie amis avec la règle spéciale phalanx qui marchent sur le champ de bataille depuis les renforts gagnent la règle spéciale avant-garde jusqu'à la fin du round. Avant-garde, c'est vous faites si après votre premier mouvement d'entrée sur la table, vous n'avez pas d'ennemis proches de vous, vous avez droit à une action additionnelle gratuite de marche. Et pour une armée qui manque cruellement d'options de mobilité, d'avoir ce petit mouvement supplémentaire-là, quand on sait qu'on a beaucoup de régiments qui ont phalange et beaucoup de régiments d'infanterie qui n'ont que mouvement 5, et ben ces 5 pas, ils sont extrêmement impactants pour aller s'avancer un peu plus vite, pour aller plus rapidement sur un objectif, pour aller contester plus rapidement un objectif à l'ennemi. C'est extrêmement important. C'est très cher, 90 points au total si on prend en compte tous les paramètres. Mais le mouvement 5, il est extrêmement impactant. On l'a testé sur pas mal de parties et ça change très très souvent la donne. Et puis, c'est extrêmement important. Du coup, si tu as qu'est-ce qui est en infanterie qui n'a pas phalange, il y a les Seloi. Il n'a pas phalange. Tu as les Seleni dans leurs deux versions. Les Thorakites ne l'ont pas. Ouais. Mais les Hoplites, les Phalangites longs, les Hoplites Paladins longs, les Clockwork Hoplites longs également. Tu as les
donc en fait, ça fait quand même 4 régiments d'infanterie sur les 7 régiments d'infanterie de l'armée, donc c'est quand même un bon ratio, on va pas se mentir, puisque du coup, ça va être tes principaux bunkers à perso et surtout tes principaux régiments qui vont tenir la ligne et encaisser les charges qu'ils l'ont, et de pouvoir la positionner où toi tu veux, c'est vraiment extrêmement impactant. C'est En fait, vraiment très, très l'intérêt de impactant. cette règle-là, c'est de dire je garde mes médiums qui n'ont pas phalange en réserve et je mets en priorité mes phalanges sur le terrain dès le début. Et grâce à ça, je vais pouvoir combler les trous qui vont arriver dans mon dispositif défensif avec toutes les unités qu'on va phalange parce qu'elles vont avancer de 15 au lieu de 10 le premier tour, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, je pense. Ouais. D'abord Et, la phalange, puis après les autres, quoi. et ça permet aussi de monter justement un premier niveau de contre-attaque Mm. où tu as tout de suite cette ligne qui est assez solide, qui va être en avant du reste de l'armée, qui va pouvoir encaisser les chocs, qu'il s'agisse des hoplites qui se défendent bien ou des phalangistes qui ont une petite particularité, et monter ensuite ta contre-attaque avec la ligne qui arrivait juste derrière. Je suis assez d'accord. C'est assez impactant. Est-ce que tu nous parlerais d'initiative? Alors, initiative est une maîtrise donc, qui requiert architecte de la cité tiers 2, qui coûte 40 points, donc 65 points au total, qui est donc assez impactante également. Mine de rien, en fait, l'effet de l'initiative, c'est une fois par round, lors de la phase d'action, mais avant que vous ne tiriez votre prochaine carte de commandement, vous pouvez décider à la place d'activer le régiment qui se trouve dans votre pile stratégique. Et une fois que le régiment a fini son activation, vous repassez la main à votre adversaire comme si vous veniez de tirer une carte de commandement normalement. Donc, ça offre la possibilité, ça offre de l'adaptabilité finalement. De se dire que si l'adversaire vous force la main et que vous vous dites là la double activation ne va pas passer, je dois activer quelque chose, ou plutôt je dois activer mon unité mise en pile stratégique parce que sinon elle va se faire sauter dessus, vous avez la possibilité de le faire. Donc ça revient un petit peu dans l'idée de ce que disait Nico aussi, cette possibilité de contre-attaque, de se dire là je vais pas avoir le temps de me défendre, il faut que je prenne l'initiative, ça tombe bien c'est le nom de maîtrise, de me dire là mon unité peut-être que si je la laisse dans ma pile stratégique, elle va être détruite avant d'avoir le temps de faire quelque chose. Je vais l'activer, peut-être que je vais la perdre, mais au moins elle aura eu le temps de faire quelque chose, de donner des coups, de bloquer un régiment ennemi en dehors d'un objectif, par exemple. Ça peut être une possibilité. Donc, elle est moins impactante au niveau global que éclaireur expert, que expert scout, mais elle offre la possibilité d'avoir du répondant sur une action qu'on n'anticipait pas. Donc c'est une sécurité d'être sûr qu'on peut utiliser son unité de pile stratégique si jamais on a un imprévu qui arrive. Moi je la voyais aussi dans une autre façon, c'est-à-dire j'ai tempo et je veux encore tempo, donc du coup je prends ma carte, je la mets dans ma carte stratégique et j'utilise ma carte stratégique pour retempo l'unité qui est juste en dessous, quoi, typiquement. Ça peut être aussi une façon de le jouer. Et toi, Nico? C'est une façon de le jouer, oui. Alors moi justement par rapport, parce qu'il faut garder à l'esprit que justement quand on pioche une carte depuis la pile stratégique, on peut en fait activer 2 régiments d'affilée. Je vois l'utilité de l'initiative justement quand on commence à se retrouver un petit peu en difficulté parce qu'on a perdu des régiments et que si on en active 2 d'un coup, ça laisse encore à l'adversaire le temps de nous faire extrêmement mal sur la fin du round si on n'a plus beaucoup d'activation. Et ça permet justement, comme tu disais à l'instant, de temporiser tout en se gardant un joker dès que lui il a fait un mouvement pour faire obstacle à un plan ou une de ses stratégies qu'on pensait qu'il mettrait en place, mais on ne savait pas exactement quand. C'est en ce sens que je vois que ça peut être utile, justement quand on est en difficulté. Et finalement, pour rebondir sur ce que tu disais, Uriel, c'est une tempo qui est d'autant plus intéressante qu'elle permet finalement
virtuellement d'activer 2 fois une unité, dans la mesure où tu la pioches une première fois en la mettant dans la pile stratégique et que tu la repioches une seconde fois en la sortant de la pile stratégique avec cette maîtrise-là. Donc finalement, ça revient à doubler le nombre d'activations d'une unité qu'une unité peut faire. Donc c'est une temporisation qui est très forte, notamment comme le disait Nico, si jamais tu te retrouves dans une situation où tu as moins d'activation que ton adversaire. Exactement, ouais, c'est comme ça que je le voyais effectivement. En tout cas, intéressant, c'est cher mais intéressant. Est-ce que tu en as une autre dont tu penses qu'il serait intéressant de parler? Des maîtrises? Alors, une maîtrise qui, à première lecture, m'avait paru intéressante, mais qui, a posteriori, que j'ai trouvé peut-être un peu décevante, c'est la maîtrise de combat qui coûte 40 points, qui s'appelle Combined Arms Drills, qui requiert d'avoir architecte de la cité tier 2 et qui donne Flawless Strikes au stand d'auxiliaire dans l'armée. Donc Flawless Strike, c'est la possibilité d'améliorer les attaques de son régiment. Le problème de cette maîtrise-là, c'est qu'elle est trop peu bénigne, puisque les régiments d'auxiliaires finalement n'ont pas tant d'attaques que ça. Flawless Strike, c'est intéressant quand on a beaucoup d'attaques à faire avec cette règle spéciale-là, puisque pour chaque jet de touche de 1, on compte la défense ennemie comme 0. Le truc, c'est que ce soit les Minotaures tyréens auxiliaires ou les Aspistes, ils n'ont que 5 attaques, donc on va avoir peut-être un jet de défense, 2 si on est chanceux, qui vont bénéficier de cette règle spéciale-là. C'est essentiellement utile sur les Aspistes puisqu'ils n'ont que fendre 1. Les Minotaures tyréens ayant fendre 3, en passer de 1 à 0 sur la défense ennemie, c'est pas suffisamment impactant. Pour les Aspistes, il y a trop peu de chances de provoquer le bonus et ça oriente en fait la liste d'armées vers du MSU, puisqu'on a envie d'utiliser au maximum cette règle-là, on a envie d'avoir le maximum d'auxiliaires. Sauf que, on le verra, les régiments, alors notamment les régiments donc, qui ont l'Aspis, donc l'Hoplite, on a envie d'avoir des régiments qui sont assez massifs puisqu'ils ont la règle spéciale support. Et on a envie qu'ils encaissent bien les coups, donc on a envie qu'ils soient nombreux, mais donc on peut pas en jouer tant que ça finalement. Oui. Donc en fait, la maîtrise a l'air alléchante comme ça, puisque Flawless Strike c'est une très bonne règle, c'est extrêmement important, enfin c'est vraiment très alléchant comme règle, mais le problème c'est qu'on a beaucoup de mal à l'utiliser, à provoquer son utilisation, et finalement, on se dit, finalement, est-ce que c'était une si bonne idée que ça? Donc, si on est très chanceux et qu'on sort beaucoup de 1 avec ses auxiliaires, c'est la meilleure maîtrise du monde, mais pour les gens qui font des dés à peu près normaux, c'est peut-être pas forcément là où il faudra mettre ses points. Ouais, je ne l'ai pas trouvé terrible non plus. On a les spells, mais est-ce que c'est intéressant d'en parler, vu qu'au final, oui, je pense que c'est intéressant d'en parler pour au moins un d'entre eux, qui est le sort du mécanicien qui s'appelle Parade d'Automate, qui a une portée de 12, une valeur d'harmonisation de 3 avec une mise à l'échelle, qui permet au régiment ami visé de traiter sa distance de charge totale comme sa valeur de marche plus 4 jusqu'à la fin du round. Donc, on parle de traiter. C'est pas mal du tout, c'est très très fort. Mine de rien, ça veut dire que on va traiter notre distance de charge totale cash comme étant 9 finalement la majorité du temps. C'est un énorme fiabilisateur de se dire que je fais ma charge cash à 9. J'ai pas besoin de jeter des en tout cas moi c'est comme ça que je comprends le sort. Et c'est très très important pour une armée comme on l'a dit qui a très peu de fiabilisateurs de charge. Puisque les personnes ne peuvent pas être partout, mine de rien. Même si on a vu qu'on peut acheter inarrêtable pour 10 points, les persos ne peuvent pas être partout. On aimerait, mais ils ne peuvent pas être partout. Ils ne peuvent pas être dans tous les régiments. Et donc tout le monde ne peut pas être inarrêtable. Et le fait de se dire, là, j'ai une unité qui va automatiquement charger à 9, j'ai juste besoin d'être positionné au bon endroit, c'est extrêmement important. On gagne un pouce en plus. On gagne un pouce finalement, donc c'est quand même vraiment très bien. Et il y a un autre sort qui est vraiment très spécifique, qui n'est destiné qu'au Hoplite Automate, qui est directive d'agression, qui leur donne +1 à leurs caractéristiques de clash, qui ne sera utile que si on joue des Hoplite Automates, mais qui les fait monter à clash 3, sachant que nativement ils relancent leur jet de touche. Voilà. On se souvient qu'il y a encore la bannière juste au-dessus, ils arrivent à clash 4, relancent les jets de touche, ils sont fendre 1, ils sont défense 4, ils ignorent les jets de morale, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Je pense donc c'est vraiment si on a envie d'avoir un gros régiment, ces gars-là. Je pense que quand on joue un mécanicien, de toute façon il faut jouer avec des automates, donc pour l'instant ça va être... oui, complètement. De toute façon la suprématie t'y encourage. Voilà, c'est ça.
C'est C'est pas ça. mal. Après, on a Et après, les Prométhéens et les Héphaïstiens qui ont des sorts. oui, Tu peux nous en qui parler un ont peu des de la mécanique sorts. des sorts pour ces gens-là? Alors, la mécanique des sorts pour les Prométhéens et les Héphaïstiens, elle est un peu spéciale, puisque en fait, si on regarde à la base, les deux monstres sont tous les deux prêtres 2. Mm. Aujourd'hui, la magie fait que pour réussir à lancer un sort, vous devez avoir normalement 2 succès minimum. Ce n'est plus un succès minimum, c'est un gros changement, mine de rien. Et dans leur cas, il leur faut 4 succès minimum pour lancer leur sort. Donc on se dit, en fait, physiquement, c'est impossible. Sauf que, ils ont la particularité que vous ajoutez XD à vos actions de lancement de sort, où X c'est le nombre de touches réussies que vous avez fait contre un régiment ennemi à cette activation. Donc en fait, alors ça a été décrit dans le lore par Stavros comme étant les Héphaïstiens et les Prométhéens qui recherchent la fréquence de résonance de l'ennemi en fracassant leur crâne. Voilà, hein, c'est trouver la bonne résonance pour fracasser les crânes de vos ennemis. Moi je trouve qu'il y a quand même une image très amusante à ça, j'aime bien effectivement. Qui fait que du coup, sachant que les Héphaïstéens et le Prométhéen ont le même profil d'attaque, ils ont 10 attaques à clash 3. En règle générale, on va donc lancer 7 dés. Comme pas mauvais. Et sachant qu'ils ont le droit de faire cette action de lancement de sort gratuitement et en plus de leurs 2 actions de base. Donc en fait, on peut faire par exemple, au hasard, un mouvement plus une charge, ou alors une charge plus clash, et se dire ensuite je vais te lancer un sort cache à la figure, et je le fais gratuitement en plus de mes autres actions. Donc c'est quand même très bien. En ce qui concerne le Prométhéen, donc comme je le disais, c'est plus un monstre de soutien finalement. Il est moins brutal que son pote que l'Héphaïstéen. Il va par exemple avoir la possibilité de lancer le sort Tempérer la résolution, qui a une portée de soi, qui lance sur lui-même mais qui va affecter les régiments amis à 6, qui va leur permettre, enfin les régiments amis à 8 plutôt, qui va leur permettre de relancer leur jet de défense et leur test de morale de 6. Donc on fiabilise la défense et le moral de nos régiments amis à 6. C'est vrai qu'ils avaient encore besoin de fiabiliser leur défense et le moral. Il faut. Voilà, toujours. Et on a un autre bonus qui lui est plus offensif, qui s'appelle Abreuver les lames, qui a une valeur d'harmonisation de 3, comme le précédent, qui va permettre de relancer les jets de tous de 6 pour les régiments amis à 8 et d'ajouter +1 à la caractéristique de clash. Ce qui nous manque, le fait de pouvoir... Ce qui manque cruellement à l'armée. Donc là, on se dit, on va passer en règle générale de clash 2 à clash 3 et on va relancer les 6. Comme bonus, donc les Héphaïstiens, c'est pareil, sauf qu'il a 2 sorts différents. C'est ça? Alors, l'Héphaïstéen, du coup, est absolument pas dans le même état d'esprit que le Prométhéen, puisqu'il est dans un état d'esprit purement offensif, ou de buff seulement destiné à lui-même, puisqu'il va avoir frappe de trident, qui a une portée de 6, donc qui globalement va servir à lancer le trident dans la tête du régiment avec lequel il est engagé, globalement, qui fait 2 touches par succès sur le régiment ennemi. Donc comme on est obligé d'avoir fait au moins 4 succès, ça veut dire 8 touches. C'est pas mal. Qui malheureusement n'ont pas de pénétration d'armure, ce que je trouve surprenant d'une part vu la taille du trident, et dommage quand on voit que les Héphaïstéens coûtent quand même la bagatelle de 250 points. Ouais. Donc c'est dommageable, mais soit quelque part. Et il a un deuxième sort qui s'appelle Feu du Creuset, qui va lui donner l'arrêt spécial au raz de mort 5, qui à mon sens sera peut-être le sort qu'on aura un peu plus envie de lancer une fois au corps à corps, puisque au raz de mort 5 c'est quand même assez impactant de se dire que tu vas avoir chargé, tapé sur l'unité ennemie et que tu vas encore remettre des beignes gratuites qui touchent automatiquement sur l'unité ennemie à partir du moment où ils s'activent au contact avec toi. Donc vraiment 2 sorts qui ont une vocation purement offensive, et pas du tout de soutien comme ceux de l'Héphaïstéen, et sachant que le Prométhéen est lourd, donc il a une classe de plus que son pote. Alors bon, mais donc les sorts du Prométhéen sont quand même globalement plus impactants au sens large. Je voulais aussi souligner un petit
un petit truc pour les Phaéstiens, c'est que le niveau d'harmonisation, le niveau de difficulté de ces deux sorts est est niveau 2. C'est-à-dire que chaque succès, c'est sur un 1 ou un 2. Donc les sorts de celui-là vont passer beaucoup plus difficilement. Ouais. Il lui faut 4 succès, il jette 2 dés de base. On peut s'attendre à ce qu'il en ait 7 de plus quand il a pu coller suffisamment de baffes au régiment en face. Donc il va jeter en moyenne 9 dés. Statistiquement parlant, il sort 3 succès, 4 s'il a de la chance. Donc ce sont des sorts qui sortiront pas si souvent que ça non plus. Ouais. Alors que l'autre à 3, c'est plus simple. Oui, voilà, c'est beaucoup Oui. plus simple. Voilà. Et c'est là où on se dit qu'effectivement il y a peut-être un léger souci au niveau du positionnement de l'Héphaïstéen, qui en plus globalement offensivement n'apporte pas tant de choses de plus que ça. Alors il a un meilleur fendre, mais sinon il a Terrifiant. endurci 1. Il a terrifiant 1, mais terrifiant 2, contrairement à l'Héphaïstéen. Mais quelque part, la question que moi je me pose, après qu'on ait testé un petit peu les deux, c'est que finalement, est-ce que le fendre plus 1, la classe supplémentaire, et le terrifiant plus 1, et les plus 20 points, et la difficulté des sorts, justifient l'Héphaïstéen par rapport au Prométhéen qui apporte tellement à ses petits camarades, que ce soit offensivement ou défensivement, avec des sorts plus faciles à lancer, la même résilience finalement, puisqu'il a exactement les mêmes règles en termes défensifs, il a le même nombre de points de vie, il a la même résolution, il a la même défense, il a la même esquive, il a le même endurci. Et est-ce que du coup l'Héphaïstéen se justifie par rapport au Prométhéen? Tel quel aujourd'hui, je trouve que non, malheureusement. D'accord. Il se justifie pas du tout. On en Il reparlera aurait... quand on va aller les voir, parce qu'effectivement on va aller voir un petit peu les stats. Ouais, mais, on le verra plus en détail effectivement un petit peu plus tard, mais on juste en regardant les sorts, c'est très compliqué de justifier l'Héphaïstéen à mon sens. Parce que là on est déjà à 1 heure de vidéo, mes chers amis, on va essayer d'abréger les souffrances de nos pauvres viewers. Les pauvres regardeurs. Ouais. Du coup, on va parler des hoplites. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc les stats sont assez sympathiques, même s'ils sont pas... Bon, c'est des humains, quoi, du coup. Mouvement 5, volet 1, clash 2, attaque 4, wound 4, resolve 2, défense 2. Donc là, on est vraiment dans l'humain de base. En sachant qu'ils ont la règle phalange qui leur permet pas de s'inspirer, mais par contre qui leur donne plus 1 en défense de front. Shield qui leur donne plus 1 en défense de front, donc on passe à 4 quand même, là on commence à rentrer dans du lourd, et on a support 2 qui nous permet effectivement comme tu le disais d'avoir envie d'avoir des rangs supplémentaires, 1 pour la résilience, puis 2 parce que ça va rajouter des dés quand même assez nombreux. Ce que j'aime bien dans ce profil, c'est qu'on est vraiment dans l'hoplite, c'est-à-dire une armure qui est classique, qui est de base, j'allais dire. Ils n'ont pas essayé de surcompenser l'armure. Par contre, ils ont rajouté des règles qui font qu'il a plus de défense. Et ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est un régiment qui, du coup, est très résilient de front. Qui est super dur à sortir si on le prend de front. Mais qui, du coup, est très sensible aux attaques de flanc. Très très sensible aux attaques de flanc, qui coûte même pas si cher que ça, puisque 130 points pour 3 stands comme ça, si tu réussis à rentrer dans ton propre jeu qui est de prendre l'adversaire de front et de le coincer de front, c'est super dur de te sortir. Par contre, tu es extrêmement sensible aux attaques de flanc, puisque du coup tu perds bouclier et phalange, qui n'affectent que les attaques de front, donc tu passes à défense 2, là c'est plus tout à fait la même équation. Et en plus de ça, c'est un peu dur. Ça peut aller vite, mais ils ont pour ça 2 officiers qui sont tous les deux à 15 points, donc soit le Lochagos, soit le Dorilates. Le Lochagos qui vous permet d'utiliser la caractéristique de résolution d'un stand de personnage ami à 18, super lointain, et de bénéficier de son événement de tirage ordre de champ de bataille si cet officier est rattaché au régiment, quelle que soit la distance à laquelle se trouve le seigneur de guerre, puisque du coup il n'y a pas de portée précisée, c'est si le seigneur de guerre, donc il faut se souvenir que c'est pas tous les personnages avec ordre de champ de bataille, c'est exclusivement le seigneur de guerre, il faut s'en souvenir. Mais ça veut dire que tous vos régiments d'Oplique avec un Lochagos, vous leur dites ok, là maintenant, tu contestes même plus les objectifs dès qu'il y a un Oplite.
C'est-à-dire que vous avez que des hoplites avec un Lochagos posé sur des objectifs. Vous activez un yielding, c'est tu contestes pas les objectifs à ce tour-ci. C'est moi qui marque. D'abord, il faut activer le seigneur de guerre pour pouvoir lancer son ordre. Puis après, là, tout le monde en profite. Là, tout à fait. C'est complexe, mais c'est pas mal. C'est complexe, mais c'est pas mal. Et on a donc l'autre officier de l'unité, qui est le Dorilates, qui lui va simplement donner au stand de personnages, enfin au régiment, aux auxiliaires et au stand de personnages qui se trouvent dans celui-ci, la règle spéciale Rafale. Donc on l'a vu avec leur profil, ils n'ont que Clash 2. Mine de rien, passer de Clash 2 à Clash 2 relançable, c'est stratosphérique en termes de différence de létalité. On l'a vu, il y a énormément de façons d'augmenter leur clash, de leur donner des relances. Donc il y a moyen d'en faire une vraie unité offensive, moyennant des combos. Et donc ça passe entre autres par cette rafale-là, qui en fait une vraie différence. Au hasard, voilà, on se retrouve par exemple avec un Polémar qui avec un Prométhéen qui passe par là, qui vous file un bonus, vous avez Clash 4, vous relancez vos jets de touche. C'est très très loin d'être ridicule. Pour 15 points, c'est vraiment pas une mauvaise amélioration. Donc les hoplites sont au cité-état ce que les légionnaires sont au Old Dominion, c'est la brique de base. C'est un régiment qui, même une fois qu'on a payé, alors on peut payer les 2 officiers en plus, donc on peut avoir un régiment à 160 points qui est très loin d'être ridicule même pour 160 points, qui est très bon offensivement. Clash de relançable, c'est comme très loin d'être ridicule. Et qui en plus va bénéficier de la caractéristique de résolution, plus des ordres du personnage. C'est super solide. Ouais. C'est super solide. Et ils peuvent en plus avoir, donc on le disait un petit peu plus tôt, le Minotaur Aspiste en auxiliaire, donc un bloc de 5 points de vie supplémentaires, qui a de la défense 4 de ses copains. C'est bien. C'est pas mal. Moi j'aime beaucoup les hoplites. Du coup on va parler des phalangistes. Alors les phalangistes c'est un profil qui est approximativement pareil, mouvement 5, volet 1, clash 2, attaque 3 au lieu de 4, wound 4, resolve 3 au lieu de 2, défense 2 et évasion 0. Ils ont comme règle spéciale phalange, formation de pique, support 3 au lieu de 2, par contre ils ne sont pas shield. Donc ça c'est assez bizarre parce que j'ai essayé de trouver une référence à des phalangistes grecs sans bouclier, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde, mais en tout cas dans EA, il y en a, c'est les phalangistes. Et donc pique formation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les régiments ennemis souffrent de -3 en impact, minimum 0, s'ils sont en contact avec le front de ce régiment. Donc c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal du tout. Ça permet de gagner en résilience là où on perd le bouclier, donc c'est pas mal. Ils peuvent avoir aussi le Lochagos et le Dorilates. Par contre, ils ne peuvent pas avoir d'auxiliaire. Tout à fait. Alors, je pense que la différence de bouclier et de nombre d'attaques se justifie tout simplement parce que même s'ils coûtaient plus cher, mais qu'ils avaient le bouclier, je pense qu'on ne prendrait jamais d'hoplite. Voilà, oui, c'est tout simplement. T'as raison. Oui. Donc les phalangites, ils ont cette particularité d'avoir un nombre d'attaques qui est... alors, plus peut-être même encore que les hoplites, on a envie de les jouer en gros régiment, puisque, ok, le régiment, enfin le rang avant ne fait que 3 attaques par stand, plus une pour le régiment de commandement, mais tous les stands de derrière vont faire le même nombre d'attaques. C'est l'avantage d'avoir une pique. Donc, en fait, là où les hoplites vont, entre guillemets, perdre quelques attaques sur leur stand de derrière, ça n'est pas le cas des phalangites. Donc, quelle que soit la profondeur de votre régiment, vous aurez toujours 3 attaques, quel que soit l'arrière de votre régiment. Donc, ça donne envie d'en faire 9. Plus encore que les hoplites, on a envie d'en faire 6, voire 9. Ça fait un sacré gros pâté à manœuvrer quand même. Mais c'est une option. Et cette règle spéciale de formation de pique qui tue la cavalerie de choc, purement et simplement, qui tue le Nord aussi. Le Nord souffre énormément de cette règle spéciale puisque une bonne partie de leur létalité vient de leur capacité à faire des touches d'impact avec de l'infanterie. Ouais. Et là, le Nord, tu lui dis bah non, je te colle -3, ça peut aller jusqu'à 0. Donc tes impacts, ils passent à la trappe. Et mine de rien, ça change énormément de choses. Alors pour le Nord, ça l'embête bien, mais pour la cavalerie de choc, on le verra, il y a énormément de cavalerie aujourd'hui qui n'a que impact 3. Donc en fait, toutes ces unités de cavalerie de choc, et je pense notamment à des choses comme des cataphracties, je pense à des choses comme des chevaliers de la tour écarlate, qui sont des unités
exemplaires quand on leur laisse faire des touches d'impact, mais qui n'ont que impact 3. Et donc tu leur enlèves ça, ils n'ont plus le Brutal Impact 2 qui va avec non plus, puisque du coup il n'y a plus d'attaque d'impact. Et là, c'est plus du tout les mêmes régiments. Et finalement, tu te dis, tu n'as que défense 3, mais finalement, en fait, tout ce qui a une dépendance à sa charge, et notamment la cavalerie de choc, va tout simplement te rebondir dessus, parce que tu n'auras certes que défense 3, mais tu vas y avoir droit tout le temps. Ouais. Alors par contre, tu tombes contre une unité d'infanterie qui a fendre 2 et qui décide de venir t'attraper avec une charge plus slash, là par contre tu te fais ouvrir. C'est ça. Mais c'est les avantages. En même temps, t'as une profondeur. Mais les phalangites aussi, sont. Parce que si on parle. T'as une profondeur, voilà. Donc bon, à la fin, c'est celui qui est le plus nombreux qui gagne. Donc, voilà. Donc on reparlera pas du Lochagos et du Dorilates. Ils ont tout à fait leur intérêt aussi dans le régiment. On n'aura peut-être pas envie de prendre les deux parce qu'au bout d'un moment, sinon le régiment commence à coûter cher. On passe quand même à 165 points, voire même plus que ça, puisqu'on passe à 100. Oui, non, si, c'est bien ça. Je dis des bêtises. Hein. C'est bien. Tout va bien. 175 points. Donc le régiment commence à faire cher pour 3 stands seulement. Donc je pense qu'on préférera peut-être plus le Lochagos que le Dorilates, puisque le fait de bénéficier de la résolution d'un personnage, sachant qu'on a une défense qui est un tout petit peu moins bonne, ça changera beaucoup de choses, ça augmente vraiment la résilience du régiment, surtout si en plus on récupère une relance D6. Après, ça dépend si on se dit je vais mettre mon héros directement mon seigneur directement dans ce régiment. Si tu les mets directement là-dedans, la question se pose même pas. Tu leur payeras pas le Lochagos. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est vrai pour les hoplites aussi, de toute façon. Mais si tu décides de pas jouer de héros dedans, je pense que tu prends systématiquement le Lochagos. Si tu mets le héros dedans, tu mets le Dorilates. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une certaine bénin. Autant les hoplites, tu te dis, je peux prendre les deux. Bon, pas le Lochagos, il y a le perso évidemment, mais autant eux, je pense que tu prendras systématiquement le Lochagos si tu joues pas le perso avec eux. Mais le Dorilates peut-être un peu moins sûr, parce qu'ils sont un tout petit peu moins létals que leurs potes dessus du coup. Je voulais rebondir là-dessus. Tu peux faire énormément d'attaques, quoi. Si t'as un pâté de 9, ça vaut le coup de relancer quand même. Vas-y, ça se fait la bagatelle de pas de cette attaque. Je voulais rebondir justement sur le fait que le Lochagos, pour moi, dès qu'il n'y a pas un personnage dedans, est quasiment indispensable, notamment sur un régiment comme les hoplites. Pour peu que tu prennes simplement 4 stands, les hoplites, vu qu'ils ont la règle support, ou même les phalangites, tu vas avoir des régiments relativement conséquents. Tu passes de résolution 2 ou 3 à 4, parce que la plupart du temps, tu utiliseras la résolution de l'Aristarque ou du Polémarque. Avec l'effet de taille, tu te retrouves à 5 et tu as une forteresse. Avec les hoplites, ta défense 4 de front, tu te retrouves à 5 de résolution. C'est quasiment impossible de les sortir en un round. Et ça permet justement d'avoir cette capacité à encaisser les chocs pour pouvoir envoyer la contre-attaque juste après. Tout à fait. Alors, mais si on parlait des Minotaurs aspistes, les meux, les War Machines. Les meux. Alors les aspistes, c'est des brutes moyennes. 180 points pour 3 meux. Je ne les appellerai pas des Minotaurs, je suis désolé. Au mieux, je les appellerai des meux, des War Machines, mais voilà, tant pis. Donc, ils ont mouvement 6. Donc, ils sont plus rapides que leurs copains d'infanterie. Ils ont beau être courts sur pattes, ils courent vite. Ils ont quand même Clash 3, 4 attaques, 5 points de vie, une résolution de 3, une défense de 2 avec un bouclier, donc ils sont défense 3, esquive 1. Ils ont une belle palanquée de règles spéciales puisqu'ils sont impact brutal 1, ils ont fendre 1, ils sont effrayants, ils ont 2 touches d'impact par personne, ils ont bouclier, donc comme on l'a dit, et ils ont avant-garde. Ah, ça c'est bien. Ça. Grosse surprise pour des Minotaurs, ce qui veut dire que mine de rien, au tour où ils rentrent sur la table, ils courent de 18, les pignoufs. Ils courent de 18 et t'as 15 points de vie, défense 3, posés potentiellement sur un objectif qu'il va falloir aller chercher, et ils sont très loin d'être ridicules. Et comme ils n'ont pas la règle spéciale phalange, ils n'ont pas le problème de leurs petits camarades à charger. Donc finalement, tu te dis qu'ils arrivent, ils font 18, ils sont super bien positionnés potentiellement, et juste le tour d'après, ils chargent et ils tapent. Et ils sont donc très loin d'être ridicules. Ils n'ont pas d'ajout d'unité, ils n'ont pas d'auxiliaire. Faut pas déconner. C'est eux les auxiliaires. C'est eux les auxiliaires. Mais ils sont... Alors, je trouve peut-être un petit peu dommage que pour une unité de 180 points, il manque peut-être
tout petit peu de punch à l'impact. Ouais. Peut-être un tout Bah, petit en peu. même temps, ils sont bien Mais c'est pas de la défensifs. cavalerie. Ouais. Donc, Mais ils sont quand même assez résilients. Mm. Mine de rien, 5 points de vie, défense 3, faut aller les chercher. Ils sont quand même très loin d'être ridicules. Et ils sont Resolve 3 en plus. Puis on a vu toutes les règles spéciales qui peuvent augmenter leur clash, augmenter leur défense, etc. etc. Puis ils peuvent Il y a encore s'inspirer, beaucoup eux. de choses à Ouais. faire. Ils peuvent Et s'inspirer. eux peuvent s'inspirer puisqu'ils n'ont pas phalange, donc ils sont potentiellement clash 4 quand ils se mettent à taper. Ouais, ce qui est Voilà. pas mal. Donc c'est pas grand chose de plus à en dire sur eux, c'est quand même une très bonne unité. Donc mine de rien, voilà, faut se souvenir que ce gars, il y a potentiellement un de ces gars-là dans vos hoplites. Donc c'est potentiellement un stand à 5 points de vie, en plus des autres. Et qui du coup est potentiellement un Resolve 5 et défense 4 en plus. Hein. Voilà. Là, une belle unité qui, je pense, est vitale pour ce début, en tout cas. Et qui, je l'armée. pense, même. Et qui en plus, je pense, peut même très bien se débrouiller toute seule. Qui n'a pas Oui. forcément besoin de buff pour se débrouiller. Et qui fonctionne très bien en stand-alone. Pour garder un flanc un petit peu sensible. Alors, ils ne tiendront pas éternellement contre des unités ultra violentes. Mais à 180 points, tu les mets en face d'autres unités médium ou même coup en point dans d'autres armées. Ils seront loin d'être ridicules. Ouais. Et ils perdront pas la face. Maintenant, on a la version Heavy, les Minotaurs Tyréan, je ne sais pas comment dire. 10 points de plus, qui eux sont d'énormes tons de corps à corps. Hein. C'est des brutes lourdes. Ils ont globalement le même profil que leurs copains du dessus, à la différence près qu'ils ont une attaque de plus. Ils ont le même brut à l'impact, sauf que eux ils sont prendre 3. Ouais. Ils ont 3 touches d'impact. Et là, c'est lié. Ils sont terrifiants 1 et ils ont briseur de ligne. Alors, c'est quoi Et là, le on a la. ligne. Alors, briseur de ligne fait que quand vous attaquez avec ce régiment, vous ignorez la règle spéciale bouclier et l'événement de tirage bastion. Oh, c'est bien. Donc c'est-à-dire que vous avez un régiment ennemi qui se dit allez, je suis planqué derrière un bastion, un bouclier et un défense 3, je suis défense 5, c'est bon, je suis tranquille. Ces mecs-là, ils vont tout droit et ils disent t'as plus de défense, t'as plus rien. T'as Je peux plus rentrer de dedans, je bouclier. t'explose. T'as pas passion et en plus je t'enlève 3 en défense, mais c'est laid. Il n'y a C'est plus rien. très laid. Il n'y a plus rien. C'est très laid. Ils valent la bagatelle de 190 points, c'est des brutes lourdes. On se souvient qu'il y a un de ces mecs-là dans les thorakites, hein. Donc ça veut dire que tour 1, vous avez une unité de légère qui se balade avec une brute comme ça. Hein. Ce qui est pas mal. Voilà. Ce qui est très loin d'être ridicule. Pour 60 points, voilà. Donc pas grand chose en plus à dire sur eux. Alors ils encaissent très mal parce qu'ils sont que défense 2 et esquive 1. Il faut qu'ils s'appuient exclusivement sur leurs 5 points de vie pour essayer d'encaisser les coups. Ils subissent très mal les coups. Ils subissent très mal les charges aussi de fait. Par contre, si c'est eux qui chargent et qui ont le temps de taper d'abord, ils sortent souvent bien plus que leur combat. Avec un Parce que la Aristar, combinaison de leur est... Ouais. Alors, avec par un exemple, avec Aristar, une Aristar qui leur file un peu plus de... Voilà. tu sors ton Qui leur file beaucoup unité plus un. de phalangiste, tu tapes avec Voilà. tes meufs, bon, ça commence à être assez intéressant. Okay. Voilà. Et donc on a vraiment un truc qui est hyper létal, quoi. On va parler du Prométhéen. Et qui encore une fois se débrouille bien tout seul. Ah, ouais, le petit Prométhéen, donc le monstre moyen. Mouvement 7, volet 0, clash 3, 10 attaques comme on le disait, 14 points de vie, résolution 4, défense 3, esquive 1, donc un bon profil défensif de ton aussi. Fendre 2, endurci 1. Donc sur un monstre c'est quand même vraiment intéressant, il est super dur à tuer déjà, on l'avait dit. Prêtre 2, terrifiant 1, impact 5, même si son principal objectif n'est pas d'être un monstre de... Enfin c'est un monstre de support, il a besoin d'aller taper, mais c'est pas sa fonction première d'être une vraie brute de létalité, c'est surtout ses buffs comme on l'a dit qui sont importants. Et mine de rien, voilà, donc il a cette règle spéciale héros du dieu de la forge qui fait que il a besoin de 4 succès, qui gagne des dés supplémentaires une fois qu'il a tapé, une fois qu'il a fait des touches avec son activation, comme on le disait. Et c'est des touches réussies, mais elles ne sont pas précisées de quelle source. Donc c'est-à-dire que si vous faites un tour idéal, charge, plus clash, plus lancer de sort, ça fonctionne aussi. Parce que là, tu as impact. Mine de rien, on peut rajouter 2 ou 3 dés sur les touches d'impact en plus des touches de clash. C'est pas mal. Hein. Donc il y a vraiment moyen d'en faire un très bon lanceur de sort, quelque chose d'assez fiable finalement. Il n'a pas phalange, donc il a le droit de s'inspirer. Ouais, pour moi, les sorts, il y a un vrai intérêt. C'est optionnel en plus, quoi. C'est-à-dire que là, on le voit, il a quand même déjà un profil pour 230 points qui est quand même déjà très correct. Le sort en plus est super parce qu'il va buffer les équipes autour. Alors, sans les sorts, je pense qu'à 230 points, on le prendrait pas. Ouais. C'est les sorts qui vraiment le justifient pleinement parce qu'il a des sorts qui sont vraiment hyper impactants, aussi bien offensivement que défensivement.
Et du coup, on va en profiter du coup pour parler de l'Ephaïs T1 qui a exactement le même profil à peu de choses près, qui vaut 20 points de plus, qui est lourd, qui n'a, pour justifier ses 20 points en plus et sa classe en plus, que plus 1 en cleave, que plus 1 en terrifiant, mais qui a sinon exactement la même règle d'héros du dieu de la forge, et qui malheureusement justifie difficilement sa place en lourd, justifie difficilement ses 20 points supplémentaires, et dont on a vu que les sorts étaient très durs à lancer, et qui a du coup beaucoup de mal, je pense, à se justifier. Alors c'est dommage parce que la figue est vraiment impressionnante. Ouais, hein. elle est belle. Le trident, la pose bras levés, prêt à frapper, est vraiment impressionnante. Mais qui en termes de jeu, je trouve dommage, il manque un truc. Les sorts sont un peu durs à lancer, ils n'ont pas assez d'impact. Ouais. C'est dur de le justifier à mon sens. Euh, C'est dommage, mais c'est dur de le justifier. Je propose qu'on passe à notre unité coup de cœur qui n'est pas sortie, et je propose que ce soit Nico qui en parle. C'est celui qui a le moins parlé ce soir, ce qui est assez rare. C'est vrai. Korka J'ai un explique, peu... justement, c'était l'idée, vu que Korka a playtesté. Moi, je n'ai fait malheureusement que lire la liste, mais quelque chose me dit que j'aurai l'occasion de l'affronter dans pas si longtemps que ça, dès que les Tu figurines m'étonnes. seront sorties. Hein, Uriel? C'est sûr. Il y aura pas que Uriel, je pense que beaucoup de monde va se mettre à l'armée, enfin, ou même à Conquest avec les cités. Ouais. Alors, quel est ton petit coup de cœur? Alors, tu parlais à l'instant des unités qui sont pas encore sorties. Un coup de cœur dans les régiments pas encore sortis, c'est ça? Ouais, Alors, de mon côté, c'était plutôt les Cellini Hunters. ouais, ils sont bien. Les Ils sont très chasseurs stylés. Cellini qui sont un régiment. J'ai du mal à me rendre compte ce qu'il va faire. Il m'intrigue beaucoup quand même. Un régiment d'infanterie médium à 200 points. Mouvement 6, volet 1, clash 2, 5 attaques, 4 points de vie, résolution 2, défense 1, évasion 2. Donc rien de bien exceptionnel. On se dit pour 200 points quand même, ça pique un petit peu. Mais il y a des Euh, règles. qui ont plein de règles. Fendre 1, fluide formation, impact 2, donc ils vont pouvoir faire des impacts. Quand même, là, avec leur mouvement de 6, ça devient intéressant. Opportuniste, ça fait que quand ils sont de flanc ou de dos, ils relancent les attaques d'impact. Avant-garde, donc 3 mouvements de Toutes les marche. attaques. Ils relancent leur jet de touche, en fait, Oui, quand ils pardon, sont sur le flanc. leur jet de Ou touche, derrière. pardon. Avant-garde qui leur permet de faire 3 marches quand ils arrivent. Et irrégulier, là, irrégulier, ça fait qu'ils ne comptent pas pour faire l'avancement de la ligne de renfort. Et surtout, la petite règle spécifique sortie de nulle part que je suis même pas sûr de savoir comment prendre, qui dit que ce régiment peut arriver de n'importe quel bord de table à l'exclusion du bord de Celui de table l'adversaire. ennemi, de l'adversaire, en ignorant les régiments ennemis quand ils arrivent des renforts. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas mettre de stand de personnages dans ce régiment. Mais globalement, ils peuvent arriver de nulle part, mettre un bazar innommable dans les plans de l'adversaire, et ça reste une menace permanente. C'est aussi pour ça que c'est des médiums, ils vont pas arriver forcément dans les premiers tours, c'est pas forcément ceux qu'on va faire arriver en premier, mais ils sont capables, bien que leur profil soit modeste, ils ont des règles spéciales intéressantes, et surtout ils ont ça qui est capable de vraiment de mettre le plan de l'adversaire par terre. Mm. Mais en fait, pour moi, typiquement, cette unité, c'est une unité de prélaste. C'est une unité qui a été utilisée autant par les Séleucides que par les Grecs, qui a été très longtemps utilisée par les Macédoniens et qui a même été récupérée par les Thraces, qui sont des Celtes, soit dit en passant. Le seul truc qui change, c'est que normalement c'est des légers. Là, bon, dans nos règles, ce seront des médiums. Je pense que light, ça aurait été trop fort. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis en light. Ça aurait été absurde. Voilà. Ça aurait été absurde. Mais c'est des light, hein. Ils ont un profil de light, ça se voit, ils ont tous du light, mais à part le trait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une belle unité, et comme vous disiez plutôt, ou peut-être hors caméra, vous disiez que les Sélinoi, voilà, on va les appeler comme ça, seraient peut-être des satyres. Et c'est vrai qu'on voit que le command model officer de cette unité, c'est le satyre. L'assassin satyre, ouais. L'assassin, ça tient.
Donc, Oui. oui, il y a des chances que ça soit pas des humains. Et ça, c'est Il y assez a des sympa. chances que ce soit pas des humains. Ouais. C'est cool. Alors du coup, Ah, je m'excuse puisque mon téléphone commence à manquer de batterie, donc je vais vous retrouver d'ici quelques instants sans image, malheureusement, mais toujours présent, mais au moins avec un autre casque. Donc je vous demande quelques allez. instants, le temps de revenir. Ne dites pas de bêtises en mon absence. Bon, on se retrouve avec donc une tête de Korka C'est un peu différente. un peu différente. Ouais, Je me suis et métamorphosé. donc du coup, on en était à parler des coups de cœur. Donc, Korka, si tu faisais ton coup de cœur, tiens. Alors, du coup, juste avant de parler de mon coup de cœur, Ouais. juste pour rebondir sur les chasseurs sélénites, qui Ouais. sont l'unité coup de cœur de Nico. Les quelques fois où on les a testés, ils sont cauchemardesques. C'est une unité qui arrive là où tu ne veux surtout pas qu'elle soit. Alors effectivement, leur règle leur permet d'arriver depuis n'importe quel bord de table, à l'exception de celui de l'adversaire, en ignorant tous les régiments ennemis quand il s'agit d'arriver des renforts. Donc en fait, c'est une unité qui va arriver telle quelle pour 200 points, voire 225 points avec l'assassin, qui leur donne la possibilité de déclarer des duels même sans avoir un personnage avec eux, qui en plus donne au stand de commandement de l'unité 2 attaques supplémentaires. Donc en fait, ils vont aller choper un régiment. On pense typiquement à un biomancien, tout type de sorcier, tout ce genre de régiment-là, un petit peu léger, un petit peu fragile, dans lesquels se planquent généralement les personnages buffers. Ils vont les choper sur le flanc, ils déclarent un duel. Si l'adversaire refuse, il est brisé, donc il va potentiellement se mettre en porte-à-faux face à des chasseurs qui vont relancer leur jet de touche, sachant qu'ils ont 5 attaques et qu'ils ont clash 2, donc ça commence à faire un sacré volume. Et si jamais il accepte, le personnage se fait exploser le derrière, et donc tu ne peux strictement rien faire parce que rien ne peut te permettre de te défendre vraiment pleinement, à moins de mettre des régiments absolument partout, mais c'est dur à faire pour certaines armées. Euh, donc c'est un régiment qui coûte cher pour sa résilience, mais qui en termes d'offensive, et même si on se dit tant pis, j'irai pas chercher un perso, t'as 3 stands comme ça qui tombent sur le flanc d'une unité qui dépend de ses boucliers, au hasard. Ouais. D'un phalange, d'un truc du genre, c'est super pénible. Ouais. Ils sont extrêmement dangereux. Par contre, voilà, effectivement, ils sont super fragiles. Donc, en règle générale, ils vont faire une phase de charge attaque et ils vont très probablement mourir dans le tour qui vient, dans le tour où ils sont arrivés ou le tour qui suit. Ouais, il faut pas les laisser vivants. Il faut pas les laisser trop long. Et de toute façon, tu es obligé de les gérer parce que sinon, ils vont foutre un boxon, mais absolument innommable. Et donc, c'est une unité qui nécessite du doigté, mais qui peut vraiment être terrible. Il y a aussi l'idée que c'est une unité, tu la mets là quelque part, tu vas chercher les héros si tu peux, mais si tu peux pas, tactiquement, tu vas la mettre à l'endroit le plus chiant pour ton adversaire, Voilà. et qui va devoir rebouger tes unités, perdre 2 tours, 3 tours à s'en occuper, et toi du coup, pendant ce temps, tu prends les objets et tu es content, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais. Donc c'est super intéressant comme unité. Alors, même si j'ai cœur. beaucoup parlé des automates, je vais parler des hoplites paladins. Ah, les hoplites paladins. À mon sens, très intéressants aussi. Donc c'est un régiment médium aussi. Ils ont à peu de choses près le même profil de caractéristiques que leurs copains hoplites. Sauf que eux ont béni, ils ont dévot, ils sont prêtres 4 et ils peuvent lancer des sorts. Et ça c'est cool. Et ils ont 2 sorts en plus qui sont quand même relativement intéressants, puisqu'ils peuvent soit se soigner, alors d'un seul point de vie par succès pour un sort qui a harmonisation 2, donc je pense qu'on utilisera plutôt leur autre sort, qui a lui une valeur d'harmonisation de 3 avec mise à l'échelle, mais qui fait que le régiment perd la règle spéciale béni. Et à la place, ils peuvent relancer leur jet de défense et leur jet de morale jusqu'à la fin du round, et le stand de commandement du régiment, donc celui qui contient le leader du régiment, compte comme 3 stands pour ce qui est de capturer les zones d'objectif. Et ça, je trouve ça très bien. D'autant plus qu'ils ont il coûte que 180 points de base, qui est quand même pas ridicule, et ils ont comme officier le prophète, le sire, qui leur donne +1 à leur jet de caractéristiques, enfin alors +1 à leur caractéristique de résolution, et ils gagnent Indomitable, donc qui cette fois-ci est la bonne règle spéciale qui vous permet de transformer un échec de test de morale en succès, et leur donne en plus prêtre +1, donc ils passent prêtre 5, donc ils fiabilisent vraiment leur lancer de sort. Et Devo, si je dis pas de bêtises, Devo, tu gagnes un succès, c'est ça, non? Voilà, c'est extrêmement important parce que
de base, ça veut dire que comme ils sont prêtres, ils se visent eux-mêmes. Donc ils vont avoir automatiquement un de leurs dés qui est converti en succès. Donc sur 5 dés, vous avez déjà un succès automatiquement. Et vous avez donc 4 dés à lancer, vous devez en faire au moins un qui fait 3. Et si votre pas mal. régiment est plus gros, c'est quand même vraiment bien. Donc on prendra systématiquement le prophète, je pense. Et mine de rien, c'est un régiment qui est très loin d'être ridicule parce qu'ils sont résolution 4 tout seuls, pour Ah ouais. 195 points. Ils sont défense 4 comme leurs copains les hoplites. Alors après, offensivement, c'est la même chose que des hoplites. Mm. Ils ont exactement le même potentiel offensif que des hoplites, donc c'est peut-être là où le bas blesse. Parce qu'ils sont sinon exactement similaires aux hoplites. Mais le fait que voilà, ils aient la possibilité de vraiment fiabiliser leur résolution tout seuls et de potentiellement se soigner, puisqu'il n'y a rien qui leur interdit de se soigner malgré tout, Mm. euh, même si c'est très compliqué, on Ouais. va pas se mentir. Euh, Se dire, pour moi, c'est un régiment qui est intéressant, peut-être un peu cher, mais je pense qu'il y a son intérêt malgré tout. Ouais, moi, Et juste parce que pour le style de l'unité, pour me dire à quoi ça va ressembler des hoplites paladins, moi, je je suis trouve très que ça curieux de cette manque un unité. peu de puissance dans le profil de base. C'est Ouais, ma seule. il manque un petit peu de punch, Ouais. contrairement à leurs voisins du dessous qui sont les hoplites automates, mais Ben, moi, mon unité coup de cœur, c'est le War Chariot. Parce que hmm, ben, moi, comme je suis un joueur historique, les chariots de guerre en Antiquité, c'est quand même je dirais l'unité phare, avec les phalanges et les hoplites. Et du coup, on a un War Chariot pour 90 points, médium, qui est considéré comme de la cavalerie, avec un mouvement de 7, un volet de 2, un clash de 2, 4 attaques, 6 points de vie, 3 en résolve, 3 en défense. Ce qui est déjà pas mal. Ils ont un draw even qui s'appelle Fire and Advance, que je ne connais pas, mais peut-être que toi tu pourras plus nous en parler, Corca. hmm, tout à fait. Alors, Fire and Advance, tout simplement, c'est un événement de tirage qui fait que quand tu fais une action de volée avec ce régiment et qu'il s'agit de ta deuxième action lors de ton activation, donc au hasard tu vas faire une visée plus une volée, voilà, Mhm. tu peux faire une action gratuite additionnelle de marche immédiatement après que cette action de volée ait été résolue. Donc en fait, tu fais finalement 3 actions et c'est quand même très loin d'être anecdotique, Ouais, ouais, puisqu'il a des profils de tir qui sont quand même assez intéressants. Et exactement, parce qu'en plus on peut choisir deux types de profils, mm, en sachant que il coûte 90 points, mais qu'on peut acheter des stands additionnels jusqu'à 2 pour 80 points. Donc on peut fiabiliser la puissance de feu en plus, ce qui mine de rien est pas déconnant. Et dans les deux options qu'on a et qu'on doit choisir pour tout le régiment, on a le Scorpion, donc qui est une mini baliste. Hein. En gros, un Scorpion c'est une mini baliste. complètement. Le régiment gagne barrage 4, ça 16, avec armor piercing 1 et rapide volée, ce qui est quand même, mine de rien, pas déconnant. Et on a On est ridicule. le Phlogiston Launcher, qui gagne barrage 6, donc là on a quand même un paquet de tirs, parce que si on en a 3, ça fait 18, mais qui est K10, armor piercing 1, deadly shot, torrential fire. Là, ça commence à piquer des yeux quand même. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une préférence pour le lanceur phlogiston. Oui, moi aussi. Euh, Dans un régiment de 3 chariots, parce que ça veut dire que tu fais 18 tirs, Oui. potentiellement à voler 3. Chaque touche cause une touche additionnelle. Chaque 6 de défense cause 2 blessures à l'adversaire. Et tu as pénétration d'armure 1. Alors, ça n'est que portée 10. Mais on se souvient qu'ils sont cavalerie, qu'ils sont médium, donc ils sont taille 2, donc ils tirent sans malus par-dessus leurs copains au hasard des hoplites. Et donc ça veut dire que tu peux même aller te poser à 5 de ton adversaire, donc vraiment derrière tes hoplites. Tu vas faire 18 tirs. 21 tirs. 21 tirs, oui, parce qu'il y a... Ah oui, 21, puisque tu auras le Oui. plus 1 de la portée moyenne, enfin Ouais. de la portée divisée par 2. Et tu te dis, ben globalement, je vais faire une dizaine de touches ennemies, Ouais, puisque c'est tu as horrible. volé 3 une fois que tu as visé. Donc tu vas faire 21 touches au final. Vas-y, fais-moi 21 sauvegardes. Chaque 6 pour rater tes saves, c'est 2 blessures. Et j'ai pénétration d'armure 1. Vas-y. C'est vrai que c'est laid. Non, mais moi je trouve ça laid. Et puis en plus, bon, le chariot de guerre, c'est quand même Alors, emblématique pour moi. c'est emblématique, effectivement. Après, il faut quand même pondérer le fait que c'est une unité qui coûtera 250 points. Ils n'ont que défense 3 et résolution 3, 6 points de vie. Ouais, mais je Et trouve que ils ne c'est... servent plus à rien s'ils sont encore à quoi.
Oui, mais comme on a, encore une fois, si on prend la Ristark, on peut sortir assez facilement des corps à corps. Il y a quand même quelque chose à faire, à mon avis, avec cette unité, notamment avec la Ristark. Il y a quand même des choses magnifiques à faire, je pense. Complètement. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on en a fait le tour. Alors il y a plein d'autres unités, hein, les barbus, vous irez voir Oui. l'army list. L'idée c'était de ne parler que de ce qu'on pouvait récupérer, de ce qui nous faisait envie dans la liste. On a déjà fait plus d'1 h 30, donc c'est déjà une belle vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le Discord. C'est vraiment important parce que du coup vous allez trouver des adversaires, vous allez trouver des gens qui pourront répondre à vos questions sur le jeu. Vous pourrez peut-être même faire des initiations dans votre région parce qu'il y a vraiment de toute la France qui s'est mis sur ce Discord. Il ne faut pas hésiter aussi, si vous voulez acheter du Conquest, comme on disait, il y a plein de boutiques, mais notamment il y a MaxiRev, qui est donc la boutique partenaire de la chaîne, qui fait moins 20% sur tout Conquest, pas que sur les City State, hein, mais sur tout Conquest. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant ça l'est. Et en plus, si vous avez un compte barbu, c'est moins 10% sur le reste de la boutique, donc c'est quand même un sacré petit punch. En tout cas, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo, les barbus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous. Salut les barbus.